Merci beaucoup de nous accueillir ici aujourd'hui. Rapidement, le déroulement de la présentation, comment ça va se passer. Tout d'abord, on va vous présenter, bon, je pense que les présentations ont été faites, on va vous parler un petit peu de nos entreprises respectives. Ensuite, on va vous parler de la situation vécue avant la mise en place du projet dont on vous parle aujourd'hui. Ensuite, on va décrire le projet, la solution qui a été développée. Et là, on va quand même parler de choses très concrètes. Donc, il faut d'avance nous excuser si on va dans les détails techniques, mais je pense que ça risque de vous intéresser tout de même. Ensuite, Yves va nous parler de la situation telle qu'elle est vécue maintenant suite au projet qui a été mis en place. Pour la petite histoire, Fab 3R, ce que c'est, on est situé sur un complexe industriel qui date de 1872 de fait. La fonderie a été implantée en 1872. On est au centre-ville parce que les parcs industriels à cette époque-là n'existaient pas. Les gens allaient au travail à pied ou à vélo, donc il fallait que ce soit près des quartiers ouvriers. Donc, 1872, cette fonderie-là, qui s'appelait Canada Iron, a fondé sa division mécanique en 1908. Donc, on est plus que centenaire au moment où on se parle. La Canada Iron est devenue la Kenron, pour ceux qui connaissent le nom. C'est peut-être plus familier, la Kenron. Et en 1989, le groupe La Perrière-Révérot, pour lequel j'ai travaillé pendant plus de 25 ans, s'est porté acquéreur des installations de la Kenron, de la division mécanique. Mais en 2012, GLV, parce que les opérations manufacturières ne faisaient plus partie de leurs activités stratégiques, décide de mettre la clé dans la porte. Donc, on m'invite, on m'explique un peu ce qui va se passer. Et lorsque je reviens de Montréal, c'est là que l'idée a germé de faire un management buyout. Donc, j'ai parlé avec 2 autres dirigeants qui étaient avec moi à cette époque-là pour se porter acquéreur de GLV Fabrication, qui était le nom à l'époque, pour devenir et donner naissance en novembre 2013 à Fab 3R, dont on va fêter le 5e anniversaire le mois prochain. Au niveau de nos services, vous voyez là l'usinage, la fabrication, l'assemblage mécanique, les finis de surface, le jet de sable, la peinture, tout ce qui est logistique. Là où on va se concentrer, c'est le département de l'usinage. On a quelques 15 machines-outils à l'intérieur du département d'usinage. On compte 150 employés, dont 110 sont syndiqués des métallos. C'est une grande entreprise, 200 000 pieds carrés, capacité de levage de 110 tonnes. On manipule des pièces qui ont entre 15 et 20 pieds de diamètre par 30, 40, 50, 60, 80 pieds de long. Donc, ça vous donne une idée un peu qu'on ne fait pas dans la dentelle, mais qu'on fait dans des grosses pièces comme telles. Et notre passé centenaire fait en sorte qu'à l'intérieur de nos installations, on a des machines qui ne sont pas centenaires, mais qui ont quand même, pour certaines, une 50aine d'années d'existence. Les principaux marchés dans lesquels on œuvre, les pâtes et papiers, qui est probablement notre principal marché. Il y a l'hydroélectricité, les mines, l'énergie, échangeurs de chaleur et un paquet d'autres industries où on nécessite des équipements de grande dimension. Ce qu'on fait, c'est qu'on est sous-traitant, on fabrique selon plein de devis pour la plupart des OEM que vous pouvez reconnaître dans chacune de ces industries-là. Donc, nos clients sont les Valmet, Hendritz, autant pâtes et papiers que Hydro, et ainsi de suite, tous les grands OEM que vous pouvez connaître dans ces industries-là. Merci Yves. De notre côté, Andromédia Technologies a été fondée en 2014. À l'époque, c'était une entreprise qui se spécialisait dans les applications mobiles industrielles. 2014, pour une start-up technologique, c'est quasiment une vieille entreprise. Ça fait drôle à dire. En 2016, Andromédia Technologies a fusionné ses activités avec une autre entreprise, Amélioraction, une entreprise d'expertise conseil, entre autres au niveau de l'efficacité opérationnelle. Et l'opération d'Andromédia Technologies a été recentrée au niveau des produits et services de l'industrie 4.0. Et finalement, en 2018, début 2018, on a eu la chance de commencer à travailler avec l'équipe de Fab 3R pour mettre au point la solution d'entretien prédictif automatisé qu'on vous présente aujourd'hui.
Au niveau des produits, Andromedia Technologies en offre deux. Tout d'abord, SysO, le système intégré de surveillance des systèmes de traitement d'eau usée et potable. Essentiellement, SysO, c'est un système de suivi temps réel, aussi bien du pH, de la température, du débit que des hauts niveaux de réservoirs de systèmes de traitement des eaux. SysO comporte également des tableaux de bord, aussi bien temps réel pour les opérateurs et opératrices que des tableaux de bord historiques pour les gestionnaires, et également des alarmes qui sont utilisées pour envoyer des avertissements aussi bien par courriel que par SMS lorsqu'une situation critique se présente. Autre produit, SysX, qui est le système intégré de surveillance des machines. C'est un produit nouveau qui découle de l'expérience enrichissante qu'on a eue en développant avec l'équipe de Fab 3R. Au niveau des services, Andromedia Technologies se spécialise tout d'abord dans l'intégration des données. On sait que les données, de plus en plus, ça devient le fer de lance en industrie, donc on est très actif à ce niveau-là. L'intelligence d'affaires, donc les tableaux de bord de gestion. L'Internet des objets industriels, et je dis Internet des objets industriels parce que la distinction est très importante à faire avec l'Internet des objets standards. On va y revenir. On fait également de l'intelligence artificielle, principalement sous la forme de machine learning, donc d'apprentissage automatisé, qui nous permet de faire des prédictions, comme on va le voir ici, appliquées à l'entretien prédictif. Et finalement, on offre à nos clients de remplacer leur vétuste formulaire papier par des nouvelles technologies mobiles de formulaires mobiles, justement. Maintenant, l'entretien prédictif est loin de moi de faire un cours théorique sur l'entretien prédictif, mais je trouvais que c'était important de faire le tour des trois principales étapes qu'on connaît en termes de maintenance. La première étant l'entretien réactif ou correctif, si je peux me permettre. Lorsque je suis arrivé dans l'usine où je suis actuellement, ça fait déjà une douzaine d'années, à cette époque-là, je trouvais que nos gens de maintenance étaient beaucoup comme des pompiers. Le département de maintenance avait l'air d'une caserne. Quand il y avait quelque chose qui brisait, paf, les gars partaient, c'était tout juste si la sirène ne suivait pas. Et les gars trouvaient une certaine fierté de réparer, de remettre en marche le plus rapidement possible ces équipements-là. Mais on avait des pertes de production, voire même parfois des délais de livraison, obligés de faire du temps supplémentaire, et etc. On se rendait bien compte que ça coûtait cher que d'agir comme des pompiers. À cette époque-là, puis je vais reprendre ce matin ce qu'on a fait en termes d'indicateurs de KPI, c'est le premier exercice qu'on a fait ensemble, mais à cette époque-là, j'étais curieux de savoir quel pourcentage de nos heures étaient en correctif et quel pourcentage de nos heures étaient en préventif. Et à cette époque-là, en 2006, 90 % des heures étaient en correctif et 10 % en préventif. Et je suis sûr que certains gars de maintenance, ils en shootaient dans le préventif une fois de temps en temps pour faire en sorte, parce qu'ils trouvaient probablement que le chiffre était très bas. Lentement, au fil du temps, on a implanté des nouvelles procédures, on a essayé d'établir des nouvelles façons de faire. Et ici, je parle plus spécifiquement, encore une fois, du département de l'usinage comme tel. Pour se rendre, il y a quelques années, on est encore autour de ces chiffres-là, où aujourd'hui, on a renversé la vapeur, on est environ à 80 % de préventif, mais on a encore un 20 % de correctif. On a encore un 20 % que nos gars de maintenance partent comme des pompiers, puis ils vont pour éteindre le feu parce qu'il y a quelque chose qui vient de se passer sur un équipement. Évidemment, le rêve de tout gestionnaire, c'est d'en arriver à un point où tu puisses avoir une boule de cristal et de voir à l'avance ce qui va se passer au niveau de la maintenance de tes machines et de voir, OK, le 15 décembre 2018, tel moteur va péter, puis il faudrait que tu y penses de le changer un peu avant ça, au lieu d'être à la dernière minute. Et je vais y revenir en parlant du cas actuel et en allant un peu plus loin, mais c'est un peu ce que Bertrand et Sylvie, sa conjointe, sont venus nous présenter, c'est que je voyais là la lumière au bout du tunnel en me disant, peut-être que la boule de cristal, je viens de la trouver. Parce que la maintenance prédictive, auparavant, c'était plus une maintenance prédictive que j'appellerais passive, que j'avais vue dans le domaine des pâtes et papiers, où là, on voyait les gens à l'intérieur de des salles de contrôle avec un paquet de cadrans, etc., où on était en mesure de prévoir l'échec d'un bearing, d'un roulement à billes, etc. Mais on était encore loin de ce qu'on m'a présenté ce jour-là. La situation vécue,
La situation vécue, bien, il y a un équipement bien spécifique à l'intérieur de notre atelier d'usinage qui s'appelle une alaiseuse 5 plans, 3 axes. On en a juste une. C'est un équipement très complexe. Certains autres équipements du côté de l'usinage, j'en ai 2 ou 3 exemplaires. C'est quand il y en a une qui brille, je suis capable de déplacer la file d'attente, prioriser, aller vers un autre équipement. Mais cet équipement-là, j'en ai pas d'autres. Quand elle brise, je suis dans le trouble et big time. Et pour mal faire, elle était dans le 20 du correctif dont je vous parlais tantôt, le 20 qu'on n'a pas réussi de s'amener au niveau préventif. Bien, c'était l'équipement. Donc, lorsqu'on a parlé, on a échangé. Ça n'a pas été long qu'on a choisi cet équipement-là comme projet pilote pour en venir à identifier qu'est-ce qui se passait, comment on peut faire pour prévoir ce qui va se passer avec cet équipement-là. On a impliqué nos gens de maintenance pour un peu identifier quels étaient les paramètres. Ce que j'ai aimé dans le produit, c'est que ça pouvait s'adapter. Parce que tantôt, je vous parlais que certains de mes équipements ont 50 ans. Celui-là n'a pas 50 ans, mais il a tout près de 30 ans. Donc, après 30 ans, une machine solide que je veux garder, les équipements à commande numérique qui sont sur cet équipement-là sont encore en parfaite condition, mais il y a tout le temps un petit quelque chose, ça brise, puis à tous les 6 ou 9 mois, il y a une merde qui nous arrive avec cet équipement-là. Et à l'été 2017, c'est pendant 8 semaines qu'on a dû se passer de l'équipement parce que là, ça a été le gearbox principal qui fait tourner la tête, qui a brisé. Et là, ça a pris 8 semaines. C'est que vous pouvez vous imaginer 8 semaines d'un machine shop, ta machine la plus critique, qui est non disponible, ça t'amène vers un paquet de problèmes. Non seulement la réparation en urgence, parce que là, on fait venir des choses par avion, etc., les coûts d'opportunité, les temps supplémentaires, et le plus important, qui est difficilement chiffrable, c'est la réputation avec le client. Parce que tu as promis des choses, tu as promis des dates, et là, à cause d'un équipement qui s'est arrêté, tu n'es pas en mesure de livrer les pièces. Donc, c'est là qu'on a décidé de mettre en place le projet pilote sur cet équipement-là. Merci Yves. Donc, le projet, ça a consisté à faire un équipement complet d'entretien prédictif automatisé. Tout d'abord, du côté matériel, évidemment, sélectionner les bons capteurs, sélectionner les bonnes cartes d'acquisition, les bons ordinateurs, mais et surtout, faire un bon logiciel, créer un bon logiciel qui soit utilisable par à peu près tout le monde dans l'usine. Donc, un logiciel qui ne s'adresse pas seulement aux ingénieurs fiabilistes, mais aussi bien aux mécaniciens, mécaniciennes, qu'aux opérateurs, opératrices. Donc, ici, vous pouvez voir le schéma d'architecture de la solution. Dans la partie de gauche, on voit ce qui est géré localement. Quand je dis localement, je veux dire non seulement au sein de l'entreprise, sans connectivité Internet, mais localement dans un même boîtier. Donc, la solution, plutôt que d'avoir différents capteurs installés sur les machines avec de grandes longueurs de fil qui amènent les signaux vers des salles de contrôle, eh bien, tout est intégré dans la solution qu'on a mis au point dans un seul boîtier. L'application mobile, web, PC, l'analyse des signaux, etc. Donc, c'est vraiment un système intégré. Mais, comme vous pouvez le voir dans la partie de droite, qui peut également utiliser Internet pour avoir des fonctionnalités supplémentaires, comme par exemple l'entretien prédictif de très haut niveau, parce qu'on peut en faire une partie dans le boîtier lui-même qu'on installe près de la machine, mais vous comprendrez que dans un petit ordinateur industriel, on a beaucoup moins de puissance de calcul que sur les serveurs de Microsoft, par exemple. Donc, la partie cloud, on l'utilise pour également faire du surveillance multi-équipement. Par exemple, si 2 ou 3 machines sont situées dans des usines distantes, eh bien, un tableau de bord de suivi en ligne permet d'avoir l'information regroupée à un seul endroit, ce qui est impossible lorsqu'on se sert seulement des fonctionnalités locales. Justement, parmi les fonctionnalités locales, on retrouve évidemment toute la gestion électronique des capteurs, capteurs de vibration, de température, également de lubrification, les alertes personnalisables par les utilisateurs et utilisatrices, les tableaux de bord temps réel, tableaux de bord historiques de type historien, ainsi que le premier niveau de prédiction, la prédiction locale. Et tout ça se fait à même le boîtier qui a été développé. Si vous permettez, voyons maintenant quels paramètres sont vérifiés maintenant sur la machine de Fab 3R. Tout d'abord, il y a le système de lubrification.
Et je dois vous avouer que de bien monitorer ce système-là a présenté un certain défi qui nous a stimulé un peu dans notre créativité, parce que le réducteur dont Yves parlait est lubrifié grâce à de l'injection d'huile dans de l'air comprimé. C'est sûr que c'est un procédé qui a de grands avantages, entre autres le bon refroidissement du réducteur de vitesse, mais qui amène également ses inconvénients. Parce que dans ce type de réducteur, on injecte une quantité d'huile aussi minime que 60 gouttes d'huile à la minute. Donc, c'est très peu. Et ça a occasionné le fait suivant, c'est que très peu de capteurs sur le marché peuvent être installés présentement sur des lignes d'air comprimé pour vérifier l'exacte quantité d'huile requise pour le fonctionnement du réducteur. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour relever ce défi-là? C'est qu'on a installé un capteur de niveau du réservoir d'huile de récupération du réducteur. Évidemment, ce qui rentre dans le réducteur en huile doit sortir également. Donc, c'est un capteur de niveau radar à ondes guidées de grande précision. On parle ici d'une résolution d'un demi-millimètre, ce qui est quand même très, très bon. C'est un capteur, évidemment, qui est adapté là, aux produits pétroliers. Mais même avec la résolution de 0,5 mm, la hausse du niveau d'huile est tellement lente que notre capteur était incapable vraiment de vérifier cette hausse en temps réel. Donc, ce qu'on a fait pour contourner ce problème-là, c'est qu'on a mis une espèce de tampon de temps qui fait en sorte qu'on peut régler la période pendant laquelle le niveau monte avant d'émettre une alerte. Par exemple, si on règle à 5 minutes, bien, l'alarme va sonner au bout de 5 minutes sans lubrification. Ça amène un autre défi dont je vais vous parler quand on va discuter de l'aspect monitoring de la température. Évidemment, quand on parle d'entretien prédictif, on parle d'analyse de vibration. Dans ce cas-ci, puisqu'il s'agit d'un réducteur de vitesse, les deux éléments essentiels à monitorer sont les roulements et évidemment les engrenages. Dans le domaine de l'analyse de vibration, on parle de haute fréquence pour bien monitorer ces valeurs-là. Donc, on parle d'environ 1,5 à 4 kHz. Donc, si on réussit à bien monitorer la vibration là, dans cette gamme de fréquences-là, ça nous permet de voir venir les bris à long terme, souvent au-delà de 3 mois, ce qui est quand même beaucoup. Donc, pour cet usage-là, puisqu'on parle de vibration de fréquence, on a utilisé des accéléromètres à gamme dynamique qui ont une gamme de fréquences allant de 0 à 6 kHz, ce qui était amplement suffisant pour ce cas-ci, et une gamme d'amplitude de vibration de plus ou moins 25 G, ce qui était amplement suffisant également. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que autant les capteurs de vibration que les capteurs de température que ceux du niveau d'huile utilisent des cartes de conversion 4 à 20 mA, courant de contrôle couramment utilisé en industrie, évidemment. Donc, on a voulu faire un produit qui répondait à tous les standards. Enfin, au niveau du monitoring de la température, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, on se sert de cette valeur-là pour s'assurer que même durant le temps où la mesure de la hausse du niveau d'huile du bassin de récupération est inactive, on puisse quand même voir un problème de lubrification par la hausse de température au niveau des roulements. Donc, ça nous permet de faire une prédiction à très court terme. Donc, pour faire ça, on utilise des capteurs... excusez, j'ai des problèmes avec mes slides. Bon, OK, excusez-moi, trop concentré sur le texte. Enfin, ce qu'on a utilisé, c'est des capteurs de type thermorésistance, des PT100, très communs en industrie, qu'on a vissés directement sur le boîtier de la machine, puisque c'est des capteurs de type lamelle, vraiment pratiques d'installation, et qui ont une gamme de température allant de 0 à 90 degrés Celsius, ce qui, encore une fois, est très amplement suffisant pour voir venir la dégradation d'un roulement. Donc, c'est un peu l'essentiel de l'aspect électronique, de l'aspect matériel de la solution, les capteurs et les cartes d'acquisition. Maintenant, si vous permettez, on va regarder l'aspect plus logiciel. Qu'est-ce qui fait en sorte que cette solution se différencie de ce qui existe déjà sur le marché? Tout d'abord, c'est le système d'alarme personnalisable à seuil supérieur et inférieur. Donc, on peut mesurer, par exemple, un réservoir d'huile qui est sur le point de déborder
par le seuil supérieur, ou encore un réservoir d'huile qui atteint un niveau bas critique par les seuils d'alarme inférieurs. Et chacun de ces types d'alarmes comporte 3 niveaux. On peut en voir un ici, là, seuil supérieur. Et ces 3 niveaux-là sont réglables aussi bien pour la valeur critique que pour le message d'alarme qui va être généré. Donc, ces alarmes-là sont paramétrables par les utilisateurs. Donc, c'est très simple à utiliser et à régler. Oups. Dans le système qui a été mis en place, fait intéressant, c'est que toutes les alarmes sont conservées en historique dans l'appareil lui-même. Donc, il est possible d'avoir un historique à très long terme. Si ma mémoire est bonne, on parle d'environ 50 millions d'événements enregistrés dans la mémoire du système. Donc, on garde en mémoire les alarmes et on est capable de les trier soit par période de temps ou encore par différents critères. Et on est capable, évidemment, de les exporter sous forme de fichiers CSV ou de fichiers Excel. Mais là, ça n'arrête pas la connectivité de la solution développée. Parce que, je vous l'ai dit, c'est un système qui est autonome en lui-même, mais qui, en même temps, peut communiquer avec tous les autres systèmes de l'entreprise. On peut penser, par exemple, que le système développé peut envoyer les codes d'alarme à un GMAO, par exemple, pour alimenter les bases historiques des machines dont on fait l'entretien. Bon, c'était pour l'aspect historique des alarmes. Maintenant, évidemment, il y a un historique des valeurs qui sont mesurées, hein, sans quoi ce serait un système relativement inutile. Donc, on conserve encore une fois toutes les données qui sont recueillies par le système. On les conserve en base de données locale, en plus de les envoyer dans le cloud, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, là, pour les fonctionnalités supplémentaires. Donc, on les enregistre et on permet l'affichage de ces données-là dans des tableaux, sensiblement les mêmes tableaux que vous venez de voir pour les alarmes. Et également, on peut les afficher sous forme de graphique. Hein. C'est très, très important aujourd'hui d'avoir l'affichage graphique. Donc, vous avez un exemple ici. On peut avoir l'affichage soit à très long terme, tout en parcourant de manière fine les valeurs avec l'espèce de petit curseur dans le bas des graphiques, là, qui est très pratique. Également, on a tous les indicateurs clés d'ingénierie les plus utilisés, soit valeur maximale, valeur minimale, la moyenne, l'écart type, qui permettent vraiment d'avoir un bon feeling de ce qui s'est passé là, au niveau de la vibration, de la température ou encore de la lubrification. Ce que je vous ai montré, ce que je viens de vous montrer, c'est les tableaux de bord plus historiques, les valeurs historisées. Mais également, on a mis en place un tableau de bord temps réel qui, lui, est utilisé principalement par les opérateurs et opératrices pour savoir comment se porte leur machine ici maintenant. Eux, ce n'est pas ce qui s'est passé il y a 6 mois avec la machine qui les intéresse, c'est vraiment maintenant comment elle se comporte. Donc, c'est pour ça qu'on a mis au point ce tableau de bord-là. C'est un tableau de bord où s'affichent les alarmes lorsqu'elles sont générées, en plus d'être envoyées par courriel et par SMS. Et également, les espèces de compteurs, les cadrans, sont équipés de zones de couleur qui peuvent permettre de voir visuellement, rapidement, par exemple, si la température a atteint une valeur critique. Ce qu'on vient de voir, c'est des fonctions, je dirais, génériques du système développé. Donc, peu importe la machine où on installe Sysix, ces fonctionnalités fonctionnent de la même manière. Hein. De la vibration, c'est de la vibration. De la température, ça reste de la température. Mais au niveau du système de lubrification, je vous ai dit qu'on avait eu un bon défi à relever. Eh bien, ce défi-là, au niveau logiciel, on l'a développé sous forme de modules enfichables, si on veut, d'accord? Qu'on peut rajouter aux besoins de chacun, des besoins particuliers de chacun des clients. Comme dans le cas de Fab 3R, comme je vous le disais, on voulait voir le niveau d'huile dans le réservoir de récupération. Et on voulait également ajuster le temps de grâce, si on veut, là, avant que l'alarme sonne lorsque le niveau n'augmente pas. Donc, c'est par cet écran-là qu'on peut régler ce temps-là, d'accord? Donc, ça, c'est pour le cas de cette machine-là, on a développé ce module personnalisé-là. Et pour une autre machine, ça aurait pu en être un autre. D'accord. Maintenant, bon, ce qu'on vient de vous présenter, c'est quelque chose qui existe déjà. Je veux dire, de l'analyse de vibration, on en fait déjà, quoique ce système-là, comme je vous l'ai dit, est indépendant en lui-même. Ce n'est pas un grand réseau d'entretien prédictif.
Mais où le système se démarque vraiment, c'est dans sa manière de prédire les bris des machines. Parce que c'est beau recueillir de la vibration, mais il faut s'en servir. Et de manière traditionnelle, pour le faire, on a besoin souvent d'ingénieurs fiabilistes ou encore de techniciens très qualifiés pour être capables de faire des prédictions. Donc, ce qu'on a fait dans le cadre de ce projet-là, c'est qu'on a automatisé tout ce processus de prédiction-là. Donc, la manière qu'on l'a fait, grosso modo, c'est qu'on a mis en place des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont capables de prévoir le temps avant que le niveau global de vibration d'un roulement, par exemple, atteigne un seuil soit d'avertissement ou soit d'alarme critique. Dans un premier temps, comment ça fonctionne? On se sert des valeurs de la norme ISO 10816 qui fixe les seuils de base en analyse de vibration. Et par la suite, en voyant le comportement de la machine, en voyant sa tolérance à la vibration, évidemment, on peut modifier ces seuils de prédiction-là de manière, encore une fois, très simple, sans même avoir besoin d'informaticiens. Ça, c'est un bon point parce qu'ils sont rares. Du prédictif, on entend parler. Automatisé, on commence à en entendre parler, mais cette fonctionnalité-là, à ma connaissance, c'est quand même extrêmement rare. C'est qu'en plus de prévoir la durée de vie restante de la machine, le système est en mesure de prédire quel composant de la machine va occasionner le bris et quel type de bris ce composant-là va subir. La manière dont on fait ça, je vous rassure, ce n'est pas de la magie. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une vibration de machine comporte une multitude de vibrations différentes, ayant chacune une vibration particulière, une fréquence particulière. Et chacune de ces fréquences-là est associée à un composant précis de la machine et à un type d'usure ou de bris de ce composant-là. Par exemple, si on prend un engrenage de 11 dents dont on veut mesurer l'usure, eh bien, la règle est que la vibration associée à l'usure de cet engrenage-là va avoir une fréquence de 11 fois le nombre de dents, 11 fois la vitesse de rotation de l'arbre de l'engrenage. Donc, c'est sensiblement ce que le système fait pour les composants les plus à risque de la machine. Évidemment, il y aura toujours un cas qu'on va être incapable de prédire. Hein? Il y aura toujours là, le fameux 20 %. On peut prédire 80 % des bris, mais il restera toujours le 20 % que le système peut avoir la difficulté à prédire. C'est pour ça que dans la solution qui a été développée, on a fourni à Fab 3R une application d'analyse de vibration standard, donc qui permet de se brancher directement sur les cartes d'acquisition pour aller faire de l'analyse de vibration de manière standard, de l'analyse fréquentielle. Enfin, là, tout ce qu'on fait traditionnellement dans les écrans là, des salles de contrôle au niveau de l'entretien prédictif. Donc, on a quand même laissé cette option-là pour les cas très particuliers qui peuvent quand même se présenter. À toi, Yves. Merci, Bertrand. De fait, présentement, après qu'on a installé le projet pilote, la façon qu'on se sent, c'est un peu comme si notre machine, c'était un athlète olympique sur lequel on avait branché toutes sortes de fils pour vérifier les organes vitaux, le cœur, la tension, etc. On a maintenant une façon de faire une surveillance de l'état de santé de notre machine. Ce n'est pas encore complet, il y a quelques paramètres et on va regarder comment on fait pour étendre ce projet-là, pour aller mesurer d'autres éléments. Mais présentement, et selon nos gars de maintenance, ce sont les éléments critiques qui sont mesurés. C'est vraiment les paramètres qui vont nous permettre, là où on a eu le plus de bris dans le passé, de prévenir ces genres de bruits-là. Et une petite anecdote, pendant que vous êtes en mesure de lire ce qu'il y a sur l'acétate, que je n'ai pas l'intention de lire, mais l'anecdote est la suivante. Une fois qu'on a fait l'installation du projet pilote en avril dernier, les gars étaient tellement branchés là-dessus, il y en avait un qui avait ça sur son cell, il y en avait un autre qui suivait sur son écran, et lorsqu'ils voyaient qu'il y avait un spike de vibration, le gars de maintenance s'en allait directement à la machine puis posait la question au machiniste, « Qu'est-ce que tu as fait à la machine? » Et là, le machiniste, la première fois que ça lui est arrivé, un peu surpris, il ne sait pas quoi donner comme réponse parce que sur le coup, il a travaillé comme d'habitude avec la machine. En creusant et en se disant « Qu'est-ce que j'ai fait avec la machine dans la dernière demi-heure, dans la dernière heure? » Finalement, ils ont identifié
au niveau des procédures, des choses qui ne se faisaient pas, puis qu'on prenait pour acquises, des choses qui ne se faisaient pas selon les règles de l'art. Même ça nous a permis, en quelque part, sans avoir une précision absolue, que dans le passé, certains bris qu'on a eus sur cet équipement-là, il y avait une corrélation qu'on pouvait faire avec l'opérateur de l'équipement, que probablement, et là, on n'a pas été en mesure de retracer c'était qui était sur l'équipement quand ça l'a brisé, mais on peut déjà prédire qu'il y avait quelque chose de connecté entre l'opérateur, l'équipement, qu'est-ce qui lui faisait, puis qu'est-ce qui faisait en sorte que ça réduisait le temps de cycle de la machine comme telle. Je vous dis que les machinistes, ils sont prudents. Lorsqu'ils sont sur cette machine-là, ils savent que ça va arriver, que quelqu'un va venir leur poser des questions. Et à toutes les fois, ils demeurent surpris de voir la chose. Et pourtant, notre gars de maintenance le fait juste par bienveillance pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et pour ceux qui se poseraient la question, est-ce que c'est difficile d'implanter? Mon superviseur de maintenance a 63 ans. Et il aime ça comme un petit fou. Tu as juste besoin d'être user et comprendre un peu comment ça fonctionne, comprendre les graphiques, les spikes, les limites sont déjà toutes là. Donc, quand ça vient rouge, c'est comme tu arrives à un coin de rue, la lumière est rouge, tu t'arrêtes, tu te poses des questions, il se passe quelque chose. Et c'est un peu ce qui se passe à l'intérieur de ça. On voit un peu ce qui s'est passé au fil du temps. L'autre chose que ça nous a permis d'identifier, et là, c'est très petit, mais le graphique de droite, prenez-le pour ma parole. Le graphique de droite est en train de nous indiquer que le moteur va nous lâcher. Présentement, il y a 75 % de probabilité qu'il nous lâche. Les gars, à maintenance, sont déjà prêts. Ils ont le moteur sur une tablette. Et là, je pense qu'ils attendent pour voir si le système de Bertrand va faire un échec avant ou après. Mais ils sont déjà prêts, ils sont préparés. Ils ont vu que ça s'en venait. La vibration, lentement, au niveau du moteur, a accéléré, a augmenté. Dans la setup précédente, on voyait un peu la courbe remonter. Et là, les gars sont prêts. Ils ont le moteur sur une tablette. Là, ils vont être prêts à réagir. Mais là, ils veulent voir, ils veulent tester un peu le système. Je pense qu'on faisait ça aussi lorsqu'on allait à l'école, c'est-à-dire de tester le système. Et on est dans la période de raffinement. On a juste 6 mois de données. Et comme Bertrand le disait tantôt, ces données-là qu'on accumule vont venir alimenter l'algorithme prédictif, vont quelque part nous donner un peu, j'irais quasiment parler d'intelligence artificielle. Ce n'est pas tout à fait ça, mais à tout le moins, tout près. Officiellement, ça en est. Ouais, c'est du machine learning. Tu vois, je ne suis pas calé dans le domaine, mais ça pourrait en être, mais ça continue à alimenter cet algorithme-là. Dans le futur, on a déjà de penser d'autres procédures pour pouvoir établir des séquences plus précises, parce qu'il y a beaucoup de variables encore qui changent d'une journée à l'autre, et on pourrait mettre quelque chose d'un peu plus standard comme test, pour faire comme un benchmark en début de semaine, pour voir quelle est l'évolution de toutes les composantes. Et c'est ce que l'outil d'Andromédia nous permet, c'est-à-dire de pouvoir améliorer cet outil-là et de s'assurer de monitorer correctement les bons paramètres et de prédire, en quelque sorte, le moment où l'équipement va avoir un échec. Merci de votre attention. Merci beaucoup.